9 mai 2025, 31 degrés estimés à Cotonou et environ avec un ciel partiellement couvert. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Léon XIV, le nouveau souverain pontife de l'Église catholique. Il est connu depuis la soirée de ce jeudi à l'issue de 48 heures de conclave dans la chapelle Sistine au Vatican. Nous vous proposons dans ce 13h au Bénin un extrait de sa première prise de parole et la réaction de quelques fidèles catholiques. Reçu sur l'émission Banda Carlil de Global Africa Télé Sud, une chaîne de télévision basée à Paris, le député membre du bloc républicain Malik Gomina s'est prononcé sur la situation au Nord-Bénin et la lutte engagée par le régime du président Patrice Talon contre le djihadisme. Vous aurez les précisions dans ce journal. Et puis, journée mondiale de la Croix-Rouge, Porto Novo a abrité les manifestations officielles de cette année. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. L'Église catholique romaine a un nouveau pape. Il a nom Robert Francis Prévost, premier pape augustinien d'origine américaine, 267e pape de l'histoire de l'Église catholique. Il fera son pontificat sous le nom de Pape Léon XIV. Il a fallu attendre le 4e tour de scrutin au cours du conclave ouvert au Vatican ce mercredi 7 mai pour voir échapper de la cheminée de la chapelle Sistine dans l'après-midi de ce jeudi 8 mai 2025 la fameuse fumée blanche. L'attente ne va donc durer que plus que 2 jours pour les chrétiens catholiques. Suivez ici ses premiers mots après son élection, suivi de sa première bénédiction Orbi Orbi. Carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper. Riche en émotions dans la cité du Vatican. Nous vous proposons à présent l'essentiel à retenir de la biographie du nouveau pape de l'Église catholique. Dans ce récit, l'homme a 69 ans. Premier pape augustinien de l'histoire de l'Église catholique romaine. Robert Francis Prévost est le deuxième pontife américain, après François. Mais à la différence de Bergoglio, l'américain Robert Francis Prévost, 69 ans, est originaire du nord du continent. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, d'un père d'origine française et italienne et d'une mère espagnole, il termine ses études secondaires au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin en 1973 et décroche 4 ans plus tard un diplôme en mathématiques à l'université Villanova. Il rejoint les Augustins le 1er septembre 1977 et fait ses premiers vœux le 2 septembre 1978 avant de faire profession solennelle le 29 août 1981. L'année suivante, il obtient une licence en théologie de la Catholic Theological Union de Chicago. Le 267e pontife romain est ordonné prêtre pour l'ordre de Saint-Augustin le 19 juillet 1982 à Rome, où il préparait une licence en droit canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin qu'il obtient en 1984. Alors qu'il préparait sa thèse de doctorat,
Prévost est envoyé en mission avec les Augustins au Pérou et devient chancelier de la prélature territoriale de Chulucanas jusqu'en 1986. En 1987, il soutient sa thèse de doctorat canon sur le rôle du prieur local de l'ordre de Saint-Augustin et nommé directeur des vocations et directeur des missions de la province augustinienne Mother of God Council à Olympia Field, Illinois. Il retourne au Pérou en 1988 où il va diriger le séminaire des Augustins de Trujillo pendant 10 années. Il y a aussi enseigné le droit canonique au séminaire diocésain où il fut également préfet des études. Parallèlement, il s'est vu confier la charge pastorale de Notre-Dame Mère de l'Église, devenue plus tard une paroisse portant le nom de Sainte Rita dans la périphérie pauvre de la ville et a été administrateur paroissial de Notre-Dame de Montserrat de 1992 à 1999. En 1999, il a été élu prieur provincial de la province augustinienne, maire du Bon Conseil à Chicago, et 2 ans et demi plus tard, lors du chapitre général ordinaire de l'ordre de Saint-Augustin, ses frères l'ont choisi comme prieur général, le confirmant en 2007 pour un second mandat. Il est nommé administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo et évêque titulaire de Sufar le 3 novembre 2014 par son prédécesseur. Installé 4 jours plus tard, il reçoit la consécration épiscopale le 12 décembre suivant des mains du nonce apostolique au Pérou, James Green. Le 26 septembre 2015, il est fait évêque de Chiclayo et en mars 2018, il est élu 2e vice-président de la conférence épiscopale péruvienne, au sein de laquelle il est également membre du Conseil économique et président de la Commission pour la culture et l'éducation. Le 13 juillet 2019, Prévost est élu membre de la Congrégation pour le clergé. Il est administrateur apostolique du diocèse de Callao, au Pérou, du 15 avril 2020 au 26 mai 2021. Le 21 novembre 2020, il sera nommé membre du dicaster pour les évêques. Il est nommé préfet du dicaster pour les évêques et président de la commission pontificale pour l'Amérique latine, avec le titre d'archevêque-évêque émérite de Chiclayo, le 30 janvier 2023. Le 6 février 2025, le pape François l'élève au rang de cardinal-évêque et lui assigne le diocèse suburbicaire d'Albano. Lors de la dernière hospitalisation de son prédécesseur à la polyclinique Gemelli, le nouvel évêque de Rome a présidé le rosaire pour la santé de François le 3 mars sur la place Saint-Pierre. Ce jeudi 8 mai 2025, il est élu 267e souverain pontife de l'Église catholique, succédant ainsi au pape François. Et quelques fidèles catholiques ont partagé leurs impressions, saluant le profil spirituel de ce pape, tout en attendant de voir la direction qu'il donnera à l'Église catholique. Nous allons les suivre au micro d'Axtrid, Lantefo, Jeanne Sodjinou et Henri Ganti. Comme tout le monde, nous avons été heureux d'apprendre depuis hier après-midi, en début de soirée, que les cardinaux en conclave ont élu nouveau pape sur le siège de Pierre. Depuis le 21 avril où le pape François est décédé, il y a eu dans le monde beaucoup de supputations, des gens qui faisaient des pronostics. Mais dans l'Église, c'est l'Esprit qui choisit. Et il a encore surpris et positivement. Et je crois que finalement, nous comprendrons que les supputations n'apportent rien. 132, 133 cardinaux qui se sont réunis et on dit que c'est des gens qui ne se connaissaient pas pratiquement. Pourtant, à 4 tours de scrutin, ils étaient déjà parvenus à un consensus pour donner un successeur à Pierre. Cela montre que dans l'Église, par rapport à ces choses, ce n'est pas la politique qui joue, mais l'esprit qu'on laisse parler tout simplement. Nous sommes heureux de l'accueillir et il a pris pour nom Léon. Hier, j'étais tout simplement ému, voyant les signes, la fumée blanche, les colombes et tout. Moi, j'ai tout simplement compris que l'Église, c'est l'Esprit qui conduit son Église. Et nous souhaitons pour notre Saint-Pape, nous souhaitons que le Saint-Esprit soit avec lui, qu'il travaille avec lui pour le rayonnement, pour la gloire de Dieu. Tous les catholiques du monde entier étaient dans l'attente du successeur de Saint-Pierre. Et grande a été notre joie de voir
le pape américain, qui était un cardinal très proche des pauvres, de la cour des pauvres, d'où le nom Léon XIV. Je souhaite vivement que l'Église catholique soit vraiment en joie. Je remercie le Dieu Tout-Puissant parce qu'il nous a choisi un chef élu. Nous souhaitons que cette mission papale soit une bonne mission pour lui et que la vie continue. Dans un autre registre, le député à l'Assemblée nationale, membre du parti de la mouvance présidentielle Bloc républicain, Malik Gomina, a été récemment l'invité de l'émission Bande à Carlile de Global Africa, Télé Sud, une chaîne de télévision basée à Paris. Occasion pour l'élu de la 13e circonscription électorale d'opiner sur plusieurs sujets d'actualité. Il s'est notamment prononcé sur la lutte engagée par le régime du président Patrice Talon contre le djihadisme dans le nord du Bénin. Voici un extrait de ses propos. Le nord du Bénin est confronté à des attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Les assauts contre l'armée béninoise se sont intensifiés ces derniers jours. Le dernier bilan qu'on a, c'est 54 morts. Est-ce que les autorités béninoises, monsieur le député, sont à la hauteur de cette cause aujourd'hui? Oui, évidemment, les autorités béninoises sont à la hauteur. Et si juste là, le Bénin a tenu, le Bénin n'a pas cédé 1 centimètre de son territoire, ça veut dire que les autorités béninoises sont à la hauteur, tout comme nos forces de défense et de sécurité, à qui d'ailleurs je dois rendre hommage ici et saluer la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. C'est vrai que c'est une quête permanente. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Mais pour le moment, le Bénin essaie de tenir parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette menace qui englobe toute la sous-région, qu'elle quitte ailleurs pour venir au Bénin, elle essaie d'impliquer le Bénin dans ce combat-là. Nos forces tiennent, il arrive que nous perdons des hommes, nous nous organisons pour faire que la riposte soit à la hauteur de la barbarie qui nous attaque. Et vous avez travaillé sur ce sujet. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les causes du développement du terrorisme à la frontière béninoise et quelles sont les pistes pour pouvoir répondre à ce problème aujourd'hui? Malheureusement, les causes, c'est parce que ces terroristes sont libres, ou du moins c'est parce que nos voisins, nos frères du Niger, nos frères du Burkina Faso ne sont pas arrivés à les contenir et donc ils sont libres dans cet espace commun à nos 3 pays et donc ils arrivent à nous attaquer. Sinon, l'extrémisme violent au Bénin n'est pas encore, et on le souhaite jamais, ne sera implanté au Bénin. Donc c'est quelque chose qui nous vient de nos voisins. Malheureusement, les pays ne changent pas d'adresse, les pays ne déménagent pas. Et donc nous sommes confrontés à la situation qui avait commencé au Mali et au Niger, qui a conquis le Burkina Faso et qui tente de conquérir le Bénin, mais nous sommes au vent debout pour pouvoir lutter pour que notre territoire soit intact. Malheureusement, c'est avec les pertes que l'on connaît. Nous vous proposons également un extrait de la réaction de l'honorable Malik Gomina sur l'héritage du président Patrice Talon. On l'écoute à nouveau. Quel est l'héritage de Patrice Talon aujourd'hui, monsieur le député? L'héritage de Patrice Talon est visible devant tout le monde. Le Bénin est devenu un pays qui fait sa marche vers le progrès. Le Bénin aujourd'hui est un pays dont tout le monde est fier. Il y a quoi les Béninois. Il y a quoi des problèmes? Oui, c'est évident. Patrice Talon n'a pas une baguette magique, il ne peut pas régler en 10 ans des problèmes qui datent de 60 ans. Mais il a joué sa partition. Si vous voyez ce qui a été fait, d'abord la modernisation du pays, en ce qui concerne son espace politique, la réforme du système partisan, ça c'est un gain incommensurable. On en parlera tout à l'heure. Oui, c'est un gain incommensurable. Ensuite, la digitalisation du pays. Si vous savez ce qui se passe au Bénin, vous pouvez avoir votre casier judiciaire, votre acte de naissance en restant chez vous et juste en allant sur une plateforme. Vous pouvez payer vos impôts à travers votre portable. Vous pouvez vraiment, la digitalisation, c'est un gain énorme. En peu de temps, nous avons fait beaucoup de progrès. Si je laisse cette question-là, aujourd'hui, le développement infrastructurel, ce qui manquait au Bénin, la question de tourisme, le Bénin est devenu, en peu de temps, une référence sous-régionale
et nous voulons que cela se poursuive pour que dans quelques années, le Bénin soit l'Eldorado. Mais nous pouvons dire que beaucoup de choses ont été faites. Et beaucoup de choses restent à faire. Oui, beaucoup de choses restent à faire. Les Béninois ne sont pas encore satisfaits. Hein? C'est évident que les Béninois ne peuvent pas être satisfaits. Mais on regarde la balise d'où on est parti, où on est arrivé. Et incontestablement, personne ne peut dire qu'en 10 ans, le Bénin n'a pas changé. Et c'est sur ce bilan-là que le Bloc républicain présentera un candidat à la présidentielle et pourra surtout êtes-vous sûr de pouvoir remporter une élection en défendant le bilan des partis salons aujourd'hui? Oui, c'est évident. Non seulement nous sommes sûrs, mais il ne peut en être autrement. Parce que les Béninois ont vu, ils ont entendu, ils savent, ils ont comparé entre ce qui se faisait avant et ce qui s'est fait. Et donc, là-dessus, il n'y a même pas l'objet d'un doute. Nous sommes de la majorité présidentielle, nous allons nous entendre avec les autres partis de la majorité présidentielle et dégager un candidat ou un duo de candidats qui va défendre Est-ce qu'on a déjà des noms? Non, nous n'avons pas encore des noms. Nous sommes un parti discipliné. Les concertations, les vocations commencent par émerger. Les arbitrages se feront. Vous avez un préféré? Non, moi, je n'ai pas de préféré. Mon préféré, ce sera ceux qui seront retenus par le parti ou les alliances de partis que nous constituons au sein de la majorité. Et nous allons travailler à ce que ce qui a été fait puisse être pérennisé. La session ministérielle du Forum africain pour l'innovation et la recherche, FARI, s'est tenue ce jeudi. La dite session intervient au lendemain du conclave du comité scientifique de 3 jours dont sont issues des recommandations. Ces recommandations sont de 2 ordres. Dans un premier temps, les experts ont adressé des recommandations à la CEDEAO, dont voici la teneur. Recommandations à l'intention de la CEDEAO. Encourager les collaborations entre les jeunes de l'espace CEDEAO par le biais de compétitions d'innovation et de programmes d'échange. Créer et renforcer les plateformes régionales de partage des meilleures pratiques, l'accès au marché et le co-développement de solutions. Accroître le budget alloué au Paris, créer un réseau régional de mentors pour soutenir les jeunes entrepreneurs et innovateurs dans la réalisation de leurs projets, mettre en place des mécanismes pour mobiliser la diaspora ouest-africaine dans le partage de connaissances et d'investissements et l'investissement dans les projets portés par les jeunes. Créer un réseau d'alumni des start-up ayant participé au FARI afin de maintenir les liens, de susciter des collaborations et de suivre leur évolution. Je disais à l'instant que les recommandations sont de 2 ordres. Voici à présent celles formulées par le comité des experts aux États membres de la CEDEAO. Améliorer le cadre réglementaire et politique en mettant en œuvre des politiques d'innovation efficaces et inclusives. Promouvoir des politiques de sciences ouvertes conformément aux recommandations de l'UNESCO. Renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes dans les domaines émergents. Créer et renforcer des pôles d'innovation et des incubateurs à l'échelle nationale pour accompagner les jeunes porteurs de projets de l'idée à la réalisation. Faciliter l'accès au financement en s'inspirant des mécanismes et opportunités disponibles pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat. Organiser régulièrement des compétitions nationales de start-up pour détecter les innovateurs et les soutenir. Mettre en place des programmes spéciaux en faveur des femmes et des jeunes vivant avec un handicap pour garantir une participation équitable à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Mobiliser le secteur privé et la diaspora
pour encourager les investissements en RSE et les programmes de stage à l'endroit des jeunes. Promouvoir l'organisation d'universités d'été pour renforcer les capacités des start-up. La publication des recommandations du FARI 2025 a donné lieu à un tour de parole des ministres pour apprécier justement ces recommandations. Une séquence importante sanctionnée par une déclaration finale d'appel et d'engagement des ministres en charge de la science, de la technologie et de l'innovation à l'issue de la deuxième session du FARI que Cotonou abrite depuis le 5 mai. Cette déclaration a été lue par le docteur Roland Kouakou. Il est le directeur du département éducation, sciences et culture de la CEDEAO. On va le suivre. Quelques soucis techniques. Nous allons poursuivre cette édition. Signature de contrat avec les partenaires associatifs de la phase 3 du programme redevabilité et l'opérateur de mise en œuvre GFA Consulting Group. Le programme redevabilité est financé par la coopération suisse qui vise entre autres à renforcer la gouvernance ainsi que la participation dans l'élaboration des politiques publiques. La cérémonie de signature de partenariat s'est déroulée jeudi à Cotonou. Voici les détails dans ce compte rendu de Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero. Signant ces contrats de partenariat avec le groupe GFA Consulting qui met en œuvre la phase 3 du programme redevabilité, ces responsables des organisations de la société civile et acteurs étatiques affirment leur volonté de renforcer les mécanismes de contrôle citoyen, d'améliorer la gestion des ressources publiques et de consolider les principes démocratiques. La signature de ces contrats et la remise de chèques aujourd'hui marquent la mise en route de vos différents projets et initiatives et incarne un engagement mutuel, celui de collaborer avec détermination pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce partenariat d'une valeur d'environ 2 250 000 francs suisses, ce qui équivaut à environ 1,5 milliard de francs CFA, est focalisé sur vos différents projets axés sur la redevabilité judiciaire, la redevabilité sociale avec le renforcement de capacités des acteurs, la redevabilité financière et budgétaire au niveau central et communal, la redevabilité électorale. En tant qu'acteur de la demande, le consortium Social Watch Bénin Alcré, la maison de la société civile, la plateforme électorale des organisations de la société civile et Changement Social Bénin saluent cette collaboration et rassurent de leur engagement. Nous nous engageons donc à faire vraiment preuve de transparence, de gestion responsable des ressources qu'on met à disposition et de production des résultats contractuels. La formalisation de cette collaboration représente une avancée significative dans notre engagement commun pour l'effectivité de la redevabilité au Bénin. La phase 3 du programme s'appuie sur une approche collaboratrice et participative qui repose sur plusieurs éléments fondamentaux qui sont en autres la soumission des TDR des activités à l'unité de gestion du programme pour avis de non-objection. Le programme redevabilité est financé par la coopération suisse et sa troisième phase a été lancée le 25 mars 2025. Le partenariat est désormais scellé pour le renforcement du rôle de la société civile dans la promotion de la transparence et la bonne gouvernance au Bénin. Ce jeudi 8 mai a consacré la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les manifestations ont eu lieu au siège national de la Croix-Rouge béninois à Porto Novo et c'était l'occasion pour les membres de ce mouvement international de magnifier les principes humanitaires qui gouvernent le monde. Reportage de Emma Rodon.
Du côté de l'humanité, c'est le thème retenu pour la célébration de la 77e édition de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce mouvement initié par Henri Dunant est célébré chaque 8 mai pour valoriser l'engagement des milliers de volontaires au service des plus vulnérables. Au Bénin, la Croix-Rouge béninoise s'inscrit fièrement dans cette tradition. Jour après jour, nos volontaires animés par un engagement sans faillite, avec courage et humilité, se tiennent aux côtés des communautés vulnérables. Ils sont en première ligne lors des catastrophes, apportent un soutien essentiel aux personnes déplacées, offrent des soins de santé primaires, mènent des actions de sensibilisation cruciales et contribuent à renforcer la résilience de nos populations. Sur le champ du secours aux populations, l'année 2024 n'a pas été de tout repos pour la Croix-Rouge béninoise. L'année dernière, nous avons appuyé 7058 ménages en situation de crise et de catastrophe. 3359 poches de sang ont été collectées sur toute l'étendue du territoire national grâce à l'appui des volontaires de la Croix-Rouge béninoise. Nous avons formé 958 personnes en premier secours pour assister donc, en dehors de ceux que nous avons déjà pour assister donc les populations. Nous avons mis en terre 12 000 plans. 2500 ménages ont reçu 2 transferts monétaires de 22 000 francs en CFA, soit au total 110 millions comme transfert monétaire. Et dans 48 communes du Bénin, un appui qui nous a été donné par la CEDEAO, donc à travers donc, le gouvernement du Bénin. Pour cette célébration, la Croix-Rouge béninoise avait à ses côtés la plupart de ses partenaires, dont le CICR et le FCICR. Je voudrais ici prendre l'engagement, Monsieur le Président, de la détermination, de la volonté du CICR et des autres partenaires du mouvement ici présents à être à vos côtés, à continuer à travailler comme nous sommes en train de le faire, au service des populations, des communautés vulnérables. Honorés en ce 8 mai, les volontaires de la Croix-Rouge béninoise s'engagent à être toujours du côté de l'humanité quand le péril frappe les populations. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.